En 1911 se tenait la toute première conférence Solvay, organisée par le chimiste et industriel du même nom, Ernest Solvay. Cette conférence avait pour but de réunir de grands esprits scientifiques, dans le but de discuter des problématiques et des avancées dans les domaines scientifiques tels que la chimie et la physique, et notamment en physique quantique. À l'heure d'aujourd'hui, il y a eu 27 autres conférences Solvay qui ont toutes contribué à de grandes avancées scientifiques. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une seule d'entre elles, et la plus célèbre. Ce fut celle où Albert Einstein a été littéralement remis à sa place. Nous sommes en octobre 1927 à Bruxelles, où se tient la 5e conférence Solvay. Le thème de la conférence pour cette année, c'est électrons et photons. Cette réunion est composée de 27 personnalités scientifiques, dont pas moins de 19 d'entre elles étaient ou allaient devenir lauréates du prix Nobel. Parmi elles, nous pouvons citer Marie Curie, Erwin Schrödinger, Paul Dirac, mais surtout nos deux protagonistes du jour, Niels Bohr et Albert Einstein. Durant cette conférence seront évoqués des sujets qui vont établir par la suite les fondements de la physique quantique tel qu'on l'a décrit aujourd'hui. Pour essayer de faire au plus rapide et au plus concis, on savait déjà des choses en 1920. On sait qu'un atome possède des électrons qui circulent autour de lui, autour de son noyau, sur des orbites quantifiées, c'est-à-dire que seules certaines orbites sont permises. Par exemple, un électron peut être sur une orbite ou sur une autre, mais il ne peut pas être entre les deux. Ensuite, Erwin Schrödinger a développé une équation qui porte son nom et qui permet de déterminer la fonction d'onde d'une particule. On sait donc qu'une particule est à la fois une onde et une particule. Et enfin, même si on savait encore plein d'autres choses, on a découvert ces années-là le concept de spin, qui décrit d'une certaine manière un mouvement et une direction qui sont intrinsèques à la particule elle-même. Ça a rajouté une nouvelle dimension à la compréhension des particules subatomiques. C'est un concept qui est assez difficile à décrire et à expliquer, mais il y a une chaîne YouTube qui fait ça super bien, c'est ScienceClick, et je vais vous mettre le lien en description. Bon, maintenant revenons-en à Niels Bohr et à notre conférence. Ce cher monsieur et son confrère Heisenberg, si ça se dit comme ça, Heisenberg. Ce cher monsieur et l'un de ses confrères Heisenberg ont développé ce qui est connu sous le nom d'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Selon cette interprétation, les probabilités calculées à partir de la fonction d'onde sont fondamentales et les propriétés physiques ne prennent des valeurs définies qu'au moment de la mesure. En gros, tant qu'on ne mesure pas la position d'une particule, celle-ci est probablement à tel endroit ou à tel endroit. On ne peut pas déterminer sa position avec précision à l'avance. Pour Albert Einstein, et comme pour nous tous, je pense, cette définition de la mécanique quantique est un peu dérangeante. Nous vivons dans un monde expliqué par la physique classique, où tout objet a une position, une vitesse, enfin bref, une description qui est vraiment propre à lui-même. Par exemple, une voiture rouge qui roule à 30 km/h, qu'on la regarde ou non, elle sera toujours une voiture rouge qui roule à 30 km/h. Alors que dans le monde quantique, c'est un peu différent. Imaginez que vous êtes dans le monde quantique et qu'il y a une petite particule voiture. Et bien cette voiture, tant qu'on ne l'observe pas, elle pourrait rouler à 30, 50 ou 70 km/h. Et surtout, elle ne se déplacerait pas d'un point A en avançant à une allure prédéfinie vers un point B, non. Elle sauterait d'un point A à un point B, comme par magie. Donc non, Albert, il n'aime pas trop cette interprétation de la mécanique quantique. Pourtant, il fait partie des précurseurs de cette science, il a contribué à faire de la mécanique quantique ce qu'elle est aujourd'hui, mais pour lui, il manque quelque chose. Il veut absolument attribuer aux particules une réalité qui serait pleinement indépendante des moyens de l'observer. Un peu comme notre voiture rouge, quoi. Bohr et Einstein se sont donc confrontés à un long débat qui a fait de cette conférence la plus connue d'entre toutes. Le moment le plus connu de cette conférence est lorsqu'Einstein aurait dit à son assemblée que Dieu ne joue pas avec les dés. Il disait ça bien évidemment en référence au fait qu'il n'acceptait pas la notion probabiliste du monde quantique et de ses particules. Ce à quoi Niels Bohr aurait répondu et qui aurait cloué le bec de notre cher Albert. Einstein cesse donc de dire à Dieu ce qu'il doit faire. J'adore cette phrase. À l'issue de cette conférence, les deux parties n'étaient toujours pas d'accord et d'ailleurs leur débat a duré pendant de nombreuses années. En 1935, Einstein, Podolsky et Rosen ont écrit le très célèbre paradoxe EPR qui visait à montrer que la mécanique quantique était tout simplement une science incomplète. Ils y ont d'ailleurs décrit un phénomène qu'on appelle aujourd'hui l'intrication quantique, où deux particules peuvent être liées de telle sorte à ce que l'état de l'une influence directement l'état de l'autre,
et ce même si elles sont séparées par de grandes distances. Einstein qualifiait cette instantanéité d'action fantomatique à distance. Elle était en désaccord avec le principe de relativité qui stipule qu'aucune information ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Et ça, il n'aimait pas non plus. Ce paradoxe a donc ouvert la voie à de nouvelles recherches et expérimentations scientifiques qui ont bel et bien prouvé que l'intrication était possible. Et que le principe de localité, c'est-à-dire qu'un objet ne peut être influencé que par son environnement direct, n'était pas forcément applicable dans le monde quantique. Ce qui est dommage, c'est que toutes ces expériences et découvertes qui auraient pu prouver à Albert Einstein que Dieu fait bel et bien ce qu'il veut avec ces petites particules, c'est qu'elles ont toutes eu lieu lorsque tous nos protagonistes scientifiques étaient déjà morts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou pas. N'hésitez pas non plus à liker, partager, vous abonner. Et puis moi j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!